Bonsoir à tous, c'est lundi soir, c'est 85 chrono et comme chaque lundi, une émission en deux parties. Dans la deuxième partie, on parlera Jeux Olympiques avec nos deux invités, Jean-Philippe Guignard, président du comité départemental olympique et sportif de la Vendée, et Marcel Retailleau, ancien président du conseil régional olympique et sportif. Mais avant cela, on va revenir sur les principaux résultats du week-end. On va commencer avec du basket et la Ligue féminine. On jouait la 18e journée ce week-end et une nouvelle contre-performance à domicile pour le RVBC. L'équipe de La Roche-sur-Yon qui recevait la lanterne rouge du championnat Toulouse samedi soir à la Halle des Sports des Oudéry. Bon début de match côté lyonnais. Les Tigresses en blanc démarrent par un 7-0, mais Toulouse revient vite à hauteur. Des Toulousaines qui virent même en tête à la fin du premier quart-temps avec 4 longueurs d'avance, 24-20. La rencontre reste serrée, mais l'équipe de La Roche ne parvient pas à repasser devant au tableau d'affichage. Toulouse est donc toujours devant à la mi-temps avec 5 points d'avance, 42-37. Les Lyonnaises n'affichent pas la réaction attendue au retour des vestiaires, trop de maladresse et un manque d'agressivité qui empêche l'équipe de Manu Body de prendre l'ascendant. Mais le score reste serré. Après 30 minutes, le RVBC accuse 6 points de retard, 58-52 pour Toulouse. Tout est encore jouable grâce notamment à leur capitaine Anna Suarez, 24 points au compteur samedi. Les joueuses de La Roche ont la possibilité de jouer la gagne jusqu'au bout, mais Toulouse résiste et s'impose finalement 76-73. Une mauvaise opération pour les Lyonnaises, on va le voir au classement, face à une équipe qui n'avait plus gagné en Ligue féminine depuis le 5 novembre. Le RVBC, vous le voyez, est 7e, mais provisoirement, car Charleville compte un match en moins et passera forcément devant les Lyonnaises. La bataille pour éviter les 4 dernières places synonymes de playdown va être rude, alors qu'il reste 4 journées. Et la prochaine, ce sera samedi. Les Lyonnaises se déplaceront à Villeneuve-d'Ascq. Toujours en basket, en National 1 masculine dans le groupe B, puisqu'on joue la phase 2. Chaland s'est incliné à Feur, 84-80. Le VCB qui a craqué dans le dernier quart-temps. Les Chalandais sont 8e au classement. Et le prochain match, ce sera dès ce mardi soir à domicile contre Lionceau. Et puis toujours en National 1 masculine, mais dans le groupe C. Cette fois, celle où on se bat pour ne pas descendre. L'équipe des Sables d'Olonne recevait celle de Cergy-Pontoise samedi soir à la salle Beau Séjour. Des Sablais en blanc qui avaient débuté cette deuxième phase par 2 défaites et qui débutent mal cette rencontre en encaissant un 10-0. Heureusement, les joueurs de Guillaume Ponce réagissent et redressent parfaitement la barre en inscrivant 13 points d'affilée. Les Vendéens prennent le leadership et ne le lâcheront plus. 20-12 à la fin du premier quart-temps. Un écart de 8 points qui va se réduire de moitié dans le deuxième quart-temps. Cergy réussit à museler les attaques sablaises. Des Sablais qui mènent 32-28 à la mi-temps. En deuxième mi-temps, le LSVB appuie sur l'accélérateur et creuse de nouveau l'écart. Un écart qui grimpe jusqu'à plus 15 dans le troisième quart-temps, 45-30, mais un écart qui redescend à 11 points à la fin de la troisième période, 56-45. Face à une équipe de Cergy qui n'a pas dit son dernier mot, les locaux ont du mal à gérer leur avance, qui se réduit de plus en plus dans le quatrième quart-temps. Cergy revient même à 3 points à 30 secondes de la fin, et avec seulement 10 points marqués dans les 10 dernières minutes, l'équipe des Sables parvient tout de même à s'imposer sur le score de 66-64. On va écouter les réactions des deux coachs au micro de Sandrine Pelletier. Ce soir, on l'a mérité, et même si, encore une fois, comme mardi, on avait un bel avantage et on se fait peur jusqu'au bout. Je crois qu'aujourd'hui, on a du mal à tuer un match quand on fait un écart. Alors mardi, ça a été... on n'est pas passé. Ce soir, soulagé de passer quand même. On est en place défensivement, on n'encaisse que 64 points. Mais on doit mieux gérer ces fins de match pour ne pas se faire peur. On avait un écart et c'est là où on voit qu'on est une équipe dans le doute parce que la spirale n'est pas positive et qu'on est dans l'hésitation entre est-ce qu'on doit continuer à appuyer, gérer un peu plus. Je crois qu'aujourd'hui on n'est pas une équipe qui peut gérer. Si on fait un écart, il faut qu'on continue d'appuyer et pas s'arrêter de jouer parce que dans ce cas-là, on se met en danger comme mardi soir et comme sur la fin de match de ce soir. On a toujours ce même défaut là depuis quelques matchs. Sur le contrôle du jeu, on perd trop de ballons. Et puis ces pertes de balles, elles nous font mal parce qu'on en perd dans des moments qui sont extrêmement importants. Dans les 2 dernières minutes, une sur une remise en jeu, une sur une contre-attaque où on est sur une situation de surnombre offensif. Donc c'est vraiment notre péché mignon. Après... on s'est battu, on n'a rien lâché parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était aussi à moins 10 dans le quatrième quart-temps. Maintenant, j'ai pris des options stratégiques qui étaient un petit peu tard. On aurait dû peut-être tester avant. Donc, j'ai ma responsabilité. Les joueurs se sont battus dans
Dans notre malheur, on perd que de 2 points ici, avec un goal average qu'on devra rattraper à la maison qui est quand même pas énorme. Donc voilà, il y a quand même du mieux par rapport à notre dernier match. On regarde le classement de ce groupe C, une victoire qui permet aux Sablés de maintenir l'espoir du maintien. Ils sont 6e, mais à seulement une victoire de la 2e place. Le prochain rendez-vous, ce sera vendredi soir à Toulon. On passe au football avec le championnat de National 2. Lors de la 22e journée, l'équipe des Herbiers s'est imposée sur la pelouse de la réserve du FC Lorient 1-0, but de Matondo, 11e victoire de la saison pour le VHF qui conforte son fauteuil de leader avec 3 points d'avance sur Bergerac et 4 sur Gaulle FC. Prochain match vendredi soir à domicile contre Andrézieux-Boutéon. Et puis à l'étage en dessous, en National 3, c'était la 19e journée. Match nul entre La Roche VF et Fontenay. Un but partout. La Roche toujours leader. Fontenay 3e, match nul également entre le Poiré-sur-Vie et Chaland, 0-0. Chaland est 2e, le Poiré 8e. 0-0 aussi entre l'équipe 2 de Laval et La Roche ESO. Le ESO est 12e au classement. Enfin, Pouzauges s'est incliné à domicile face à Beaucouzé 2-1. Les Pouzaugeais 13e et avant-dernier. Prochaine journée samedi prochain avec notamment La Roche VF face à Sablé et un derby entre Fontenay et La Roche ESO. Toujours en football, mais en division 2 féminine. On jouait ce dimanche la 16e journée et La Roche ESO, pratiquement condamné à la relégation, recevait le Racing Club de Strasbourg. 2e, c'était ce dimanche au stade de Saint-André-d'Ornay. Les Lyonnaises en rouge qui se procurent les premières occasions du match. Il y a notamment cette action où Charlotte Fetty est contrée juste avant de pouvoir frapper au but. 17e minute, corner strasbourgeois. Au deuxième poteau, la capitaine Amanda Chenet de la tête trouve le chemin des filets et ouvre le score 1-0 pour Strasbourg. Des Alsaciennes qui obtiennent un pénalty à la 21e minute pour cette faute de Camille Elissèche. Pénalty frappé par Laurine Hannequin qui n'est pas cadré. Toujours 1-0 pour Strasbourg. On passe à un corner pour le SO et une double tentative de Winnie Mapangou de la tête puis du pied, repoussé par la défense. Il y a ensuite le coup franc de Emma Guyard qui s'écrase sur la barre transversale. Les Arnésiennes finalement récompensées à la 42e minute avec Mélanie Goutard qui offre le but sur un plateau à Charlotte Fetty pour l'égalisation. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, une violente averse s'abat sur le stade. Strasbourg se montre dangereux sur coup franc. Nouvelle occasion pour la Lyonnaise Mapangou sur corner. Puis une nouvelle occasion strasbourgeoise avec Hannequin qui ne cadre pas. À la 72e minute, ce centre-tir lyonnais est capté sans problème par la gardienne alsacienne. On en reste donc à 1 partout. Un bon résultat face au deuxième, mais la prestation des Lyonnaises méritait sans doute un peu plus. On écoute les entraîneurs au micro de Thibaut Grasset. On a livré un gros match. Moi, je suis hyper satisfait de ce qu'ont proposé les filles parce que les conditions étaient compliquées, c'est une chose. Et pour autant, on a su rivaliser dans le jeu avec cette équipe de Strasbourg qui, à part son but sur corner, son penalty, n'a pas grand chose à se mettre sous la dent offensivement. A contrario, leur gardienne sort un face-à-face en première mi-temps, un ballon sur la barre, quelques autres situations aussi. Donc voilà, en tout cas les filles sont encore complètement concernées. Preuve en est ce match encore aujourd'hui où on aurait pu lâcher face aux éléments en première mi-temps. Voilà, peut encore avoir un peu de frustration de ne pas avoir conclu ces quelques opportunités supplémentaires. Maintenant, ça reste un vrai bon match de D2 aujourd'hui. Je pense qu'on a été pris un petit peu par le fait qu'on soit pris à la gorge par cette équipe et on n'a pas réussi à développer notre jeu. Voilà, on est une équipe assez joueuse habituellement et du coup là on n'a pas réussi à développer comme on le voulait et voilà, on n'a pas réussi ce qu'il fallait. On savait que c'était une équipe qui ne lâche rien, qui dans les duels est très athlétique. On marque en premier, on rate un penalty. Mais à part ça, on n'a pas une seule occasion dans le jeu quasiment. Donc je pense que s'il y a une équipe qui a eu plus d'occasions et qui doit gagner, je pense que c'est La Roche. Au vu du scénario, peut-être 2 points de perdus. Au vu du match, c'est 1 point de gagné. On regarde le classement de ce championnat de division 2 féminine et le SO toujours 12e et lanterne rouge. La relégation semble inévitable. Parce qu'on le rappelle, la moitié des équipes descendront à la fin de la saison. Et le prochain rendez-vous ne sera vraiment pas simple pour les Ornésiennes avec un déplacement chez le leader lillois dimanche prochain.
Du handball à présent avec la Nationale 1 masculine, la 20e journée et la rencontre entre Pouzauges et Massy. C'était samedi soir à la salle de l'Étoile, le dernier face à l'avant-dernier et des Pouzaugeais en quête d'un succès depuis le mois de décembre. Il faut attendre 2 minutes 24 secondes pour voir le premier but pour le PVHB avant que Massy ne prenne l'avantage pendant 8 minutes. Pouzauges, dans ses couleurs traditionnelles noires, repasse devant et creuse l'écart, 10-8 à la 16e minute, puis 11-9. Massy recolle, puis reprend l'avantage. Finalement, les deux équipes restent au coude à coude dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. 14 partout à 1-15 de la pause, mais les visiteurs marquent à 2 reprises dans les dernières minutes et mènent donc de 2 buts à la mi-temps, 16-14. Au retour des vestiaires, Massy parvient à creuser l'écart et mène 22-18 à la 36e minute. C'est l'heure de la révolte pour les Pouzaugeais. Poussés par le fidèle public de l'Étoile, les Vendéens reviennent dans la partie. Ils comblent progressivement l'écart. Ils égalisent à la 44e minute à 25 partout grâce à 2 buts consécutifs de Nathan Pelletier. Mais Massy repasse devant avec 2 buts d'avance à la 46e, 28-26. Le PVHB remet un coup de collier, égalisation à 29 partout, puis à la 52e, Pouzauges prend l'avantage 30-29. Les hommes de Steve Berger lâchent les chevaux dans les dernières minutes, 37-34 à la 58e et au final, une victoire 37-35. Explosion de joie des joueurs et du public avec cette victoire tant attendue. On écoute le coach Pouzaugeais Steve Berger au micro de Thibaut Grasset. La première mi-temps a été par séquence, il commence mieux, on revient, on passe devant et à nouveau avant la mi-temps c'est eux qui terminent mieux. Et en deuxième c'était très très serré, c'est nous qui arrivons à faire l'ascendant à la bord du Money Time et on gère le Money Time. Donc et c'est sûr qu'obligatoirement elle fait plaisir parce qu'on n'avait pas gagné depuis décembre. Parce que c'est une saison qui est dure et pénible, parce que la spirale n'est pas spécialement positive, hein, faut être honnête. Quand on voit encore les gens qui sont à nos côtés, les dirigeants, les bénévoles, et quand on voit nos supporters ce soir, c'est impensable de galvauder quoi que ce soit. On se doit de porter fièrement les couleurs de Pouzauges jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et oui, comme j'ai dit aux gars, il faut qu'ils la savourent parce qu'il n'y a pas grand-chose que tourner pour nous cette saison. Et c'est important de savourer ce petit moment qui fait du bien. Et malgré ce succès, la situation du PVHB au classement reste très délicate et le maintien très hypothétique. Les Pouzaugeais toujours derniers avec 5 points de retard sur le premier non relégable. Il reste 6 journées et samedi prochain, Pouzauges ira jouer sur le terrain de Cesson-Rennes. En Nationale 1 féminine, la 21e journée, la défaite de La Roche-sur-Yon à Mérignac, 30-27. Le RVHB 8e au classement. Lors de la prochaine journée, les Lyonnaises seront exemptes. Elles joueront le 15 avril à domicile contre Rochechouart-Saint-Junien. Et puis l'équipe 2 de La Roche-sur-Yon en Nationale 2 s'est imposée face à Carquefou 20-17 à 4 journées de la fin. La Roche est 7e et jouera à Mamers le 15 avril. Chez les hommes en National 3 masculine, lors de la 16e journée, le Slam a fait match nul à domicile face à Lezay-Celle, 36 partout. Le Slam 11e et avant-dernier. Il reste 5 matchs pour se maintenir. Le prochain, ce sera dimanche à Rezé. Un résultat de hockey sur glace avec la division 3 et les playoffs. Le match d'interclassement retour entre Le Hogli et Cergy-Pontoise a vu la victoire des Lyonnais 6-3. Les Lyonnais qui s'étaient imposés 4-0 au match aller. Place maintenant au 8e de finale. La Roche ira à Bordeaux samedi. Deux résultats de volleyball maintenant avec la Nationale 3 masculine tout d'abord. Boufféré s'est incliné face à Tarascon x 3-7-1 lors de la 18e journée. Boufféré 11e est désormais relégable car Châtellerault a gagné contre Bourges. Il reste 4 matchs et Boufféré jouera justement à Châtellerault le 9 avril. Et puis en Nationale 3 féminine, défaite également 3-7-1 des Landgenusson sur le terrain de La Rochelle. Les Landaises 11e et avant-dernière à 1 point de Vannes, premier non relégable. Là aussi il reste 4 journées et le 9 avril la S landaise ira jouer à Rennes. Un mot d'athlétisme maintenant avec les championnats de France du 10 km. C'était à Houille ce week-end et un podium pour l'équipe féminine de Ouest Vendée Athlétisme. L'OVA Challant-les-Sables qui se classe 3e avec Javotte Guéret 13e au scratch en 35 minutes 9 secondes. Anaïs Chevrier 25e en 35-30. Marine Chevrier 66e en 36-32 et Valérie Dupouet 80e en 37-06. Elles ont été devancées par les équipes de Dijon et de Metz. Metz qui devance les Vendéennes de seulement 24 secondes.
Quelques images maintenant de Sarbacane. On en parlait dans 85 chrono jeudi dernier. Le premier championnat de France senior de Sarbacane avait lieu samedi au complexe Cyril Dumoulin à la Chaise-le-Vicomte. Une compétition qui a réuni 64 concurrents atteints de handicap moteur, visuel ou sonore. 2 disciplines représentées, les concurrents de Sarbacane avec potence pour les personnes atteintes jusqu'au membre supérieur et qui ne peuvent pas tenir elles-mêmes leur Sarbacane, et puis les sans potence pour ceux qui ont leur capacité de maintien au niveau des bras. La pratique de la Sarbacane se développe un peu partout en France, d'où la création cette année de 2 championnats de France, un championnat de France jeune qui avait eu lieu à Ancenis et donc ce premier championnat de France senior dans une salle de la Chaise-le-Vicomte parfaitement adaptée à la pratique et à la compétition handisport. On va écouter Franck Guibert, agent de développement au comité handisport de Vendée, et le vainqueur de la catégorie avec potence, Aurélien Porcin. Ils sont tous les deux au micro de Sandrine Pelletier. On avait des licenciés mais qui sont un peu éparpillés partout. Cette discipline prend de l'essor depuis maintenant 2 ans. Donc on se permet en fait de faire plus de compétitions. On a un tour de France qui se dispute sur une série de villes et qui donne un nombre de points, et en fonction de ces points on a une sélection ou pas. Concernant la compétition d'aujourd'hui, on est parti de 64 joueurs qualifiés, donc moitié-moitié dans chaque catégorie. Ce matin, c'était des phases de poule où en fait on avait un nombre de points minimum à faire pour être qualifié pour l'après-midi, et le nombre de points était donc pris par ordre du plus au moins. Cet après-midi, ce sont des phases éliminatoires où on arrive directement à partir des 8e et ainsi de suite jusqu'à la finale qui opposera les 2 derniers représentants de chaque catégorie. Et les 3 cibles, c'est pas évident. La grosse, ça va. Les 3 cibles, il faut décaler par une... Voilà. Cible appréciée. Voilà. Okay. Et du coup, comment tu t'es préparé en amont pour cette compétition avant ? Faut la concentrer, voilà, faut pas, voilà. À chaque fois je vais dans les championnats, je suis premier, 2e, 3e. J'étais à Plouvois, j'étais premier là-bas, voilà. D'accord, donc tu as l'habitude de faire des compétitions. Oui, voilà, on a des médailles, des coupes, voilà, je suis habitué, oui. Allez, je vous propose maintenant de découvrir les titres du journal de TV Vendée, journal présenté ce soir par Diane Delangle. Bonsoir Diane. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. À suivre dans ce journal, nous découvrirons le nouveau rucher école qui s'implante à Pissotte. Il apprendra aux apiculteurs amateurs à bien s'occuper d'une ruche pour augmenter le nombre d'abeilles détenues par des particuliers. Une belle histoire de famille ensuite, celle des Blanchards, 100 ans et 4 générations dans la chaussure. Implanté à Bretignolles-sur-Mer, il nous parle de transmission. Enfin, la transmission, ça se fait aussi en lisant. Et quel plaisir ensuite de rencontrer l'auteur qui nous a fait vibrer au fil des pages tournées, quitte à attendre quelques heures pour une dédicace. Ambiance dans les files d'attente du Printemps du Livre de Montaigu qui a refermé ses portes ce dimanche. Voilà ce qui nous attend Aurélien, belle émission à vous. Merci Diane, on marque une petite pause mais restez avec nous pour la deuxième partie de 85 chrono où on parlera olympisme et des Jeux de Paris 2024 avec nos 2 invités Marcel Retailleau et Jean-Philippe Guignard, président du comité départemental olympique et sportif. A tout de suite.